Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. J'espère que vous allez bien. On commence sans plus tarder avec les nouvelles du jour. Parlons des taxes qui sont sur le point d'augmenter alors que Biden dévoile son plan d'infrastructure qui devrait coûter environ 3 000 milliards de dollars. L'administration Biden affirme qu'il rapportera 12 milliards de dollars en investissement, mais les républicains craignent qu'une augmentation massive des impôts pour le financer ne nuise à l'économie. Le département américain du commerce a publié une déclaration mettant en garde contre les hausses d'impôts. Il note que bien que le département du commerce ait exprimé son soutien au plan d'infrastructure, il qualifie la proposition dangereusement erronée en ce qui concerne la manière des infrastructures. Il ajoute « Nous nous opposons fermement aux augmentations générales d'impôts proposées par l'administration qui ralentiront la reprise économique et rendront les États-Unis moins compétitifs au niveau mondial ». Ce qui est exactement l'opposé de l'objectif du plan d'infrastructure. Il conclut en disant, je cite, « Le travail difficile pour parvenir à un consensus bipartisan est la meilleure et la seule voie réaliste vers la promulgation d'une législation historique sur les infrastructures. » Fin de citation. Un responsable administratif de la Maison-Blanche a déclaré aux journalistes mardi soir qu'il y aura une augmentation de l'impôt sur les sociétés de 28%. Les républicains avaient réduit le taux d'imposition de 35% à 21% dans le cadre de la loi fiscale de 2017. La nouvelle hausse d'impôt de 28% ainsi que le retour de l'industrie manufacturière permettront de financer le plan d'infrastructure sur une période de 15 ans. Pour l'instant, Biden épargne les Américains les plus riches. Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré aux journalistes que le plan n'inclurait pas d'augmentation du taux marginal supérieur d'imposition ou de l'impôt sur les plus-values. Outre la hausse de l'impôt sur les sociétés, les multinationales sont également touchées. L'administration souhaite porter l'impôt minimum mondial à 21% dans tous les pays afin de décourager les entreprises à délocaliser. Selon la fiche d'information de la Maison-Blanche, actuellement le code fiscal récompense les multinationales américaines qui délocalisent leurs bénéfices et leurs emplois à l'étranger en leur accordant une exonération fiscale pour les premiers 10% de rendement des actifs étrangers, le reste étant imposé à la majorité du taux d'imposition national. Le député républicain Ralph Norman déclare « Faire passer l'impôt sur les sociétés de 21 à 28%, doubler l'impôt sur les plus-values, vous ne pouvez pas frayer votre chemin vers la prospérité ainsi, vous ne pouvez pas taxer les Américains, ils vont juste se renfermer. » Fin de citation. Certains démocrates modérés affirment que leurs États ont également lutté contre la hausse des impôts. Le représentant démocrate Josh Gottemer affirme que les impôts sont déjà trop élevés. Ils doivent être réduits et non augmentés, ajoutant, je cite, que les impôts élevés étouffent la croissance économique de notre région et diminuent la valeur des propriétés qui sont déjà en baisse. Fin de citation. De son côté, le représentant Scott Peters de Californie se dit plus à l'aise avec une augmentation plus faible, suggérant qu'un impôt sur les sociétés de 25% est préférable à celui de 28% proposé par Biden. Le sénateur de Virginie-Occidentale, Joe Manchin, suggère qu'il ne soutiendra pas non plus l'impôt de 28%, la Tax Foundation, a publié récemment un rapport indiquant que l'augmentation de l'impôt supprimerait 159 000 emplois, ferait baisser les salaires de 0,7% et réduirait la production économique à long terme de 0,8%. Alors on pourrait se poser la question, qu'y a-t-il dans ce plan d'infrastructure? Comme son nom l'indique, le plan d'infrastructure vise à réparer les routes et les ponts. Mais il ne s'arrête pas là. Il comporte également un vaste programme de lutte contre le changement climatique et de protection sociale. La Maison-Blanche estimant que c'est le moment, je cite, de réimaginer et reconstruire une nouvelle économie. Fin de citation. Il a pour but également de s'attaquer à l'injustice sociale. La Maison-Blanche note dans un brief détaillé que contrairement aux investissements majeurs passés, le plan donne la priorité à la lutte contre l'injustice raciale persistante et de longue date. Le plan prévoit que 40% des bénéfices des investissements dans le domaine du climat et des infrastructures propres iront aux communautés défavorisées. 621 milliards de dollars seront consacrés à la reconstruction de l'infrastructure nationale, dont 174 millions de dollars d'investissement dans le marché des véhicules électriques. L'objectif étant de mettre en place un réseau de recharge national d'ici 2030.
400 milliards de dollars pour les logements abordables destinés aux personnes âgées et handicapées, 300 milliards de dollars pour améliorer les infrastructures d'eau potable, étendre l'accès au haut débit et moderniser les réseaux électriques, 580 milliards de dollars pour l'industrie manufacturière américaine, la recherche et le développement et les efforts de formation professionnelle, 213 milliards de dollars supplémentaires pour construire et rénover des logements abordables et durables. Le secrétaire d'État au transport, Pete Buttigieg, revient sur la taxation au kilomètre. Il a suggéré la semaine dernière qu'une taxe kilométrique était très prometteuse pour aider à financer le plan d'infrastructure. Il s'agirait de taxer les gens en fonction du nombre de kilomètres qu'ils parcourraient et serait considéré comme une alternative à l'augmentation de la taxe sur l'essence. Il a déclaré à l'époque, je cite, « L'idée est qu'une partie de la façon dont nous payons pour les routes est que vous payez en fonction du nombre de kilomètres parcourus. » Il a expliqué qu'une taxe sur l'essence ne peut pas être la réponse éternelle parce que nous allons utiliser de moins en moins d'essence, faisant référence à l'utilisation de véhicules électriques et hybrides. Cette idée lui a valu des réactions massives sur les médias sociaux. Des critiques disent qu'une taxe sur le kilométrage aurait un impact trop important sur les personnes à faible revenu. Il dit maintenant qu'il veut trouver un moyen de financer le prochain plan d'infrastructure qui ne pèse pas sur la classe moyenne. Et parmi les autres possibilités de financement figure une nouvelle série d'obligations, une taxe sur le carbone et une augmentation de la taxe sur l'essence. Alors que les législateurs des deux partis politiques font depuis longtemps pression pour que l'infrastructure américaine en ruine soit revitalisée, ils sont toujours divisés sur l'enveloppe et le plan d'infrastructure proposé par Biden. En effet, le chef de file de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a fait savoir qu'il ne soutiendrait pas le plan d'infrastructure en raison des hausses d'impôts massives. Mitch McConnell a déjà qualifié le plan d'infrastructure de cheval de Troie. Il a déclaré, je cite, « Nous entendons dire que les prochains mois pourraient apporter une proposition dite d'infrastructure qui pourrait en fait être un cheval de Troie pour les hausses d'impôts massives et d'autres politiques de gauche destructrices d'emplois. » Monsieur McConnell prédit déjà que les démocrates diront que le projet de loi est destiné aux autoroutes, mais il sera en réalité lié à une nouvelle donne verte et à d'autres politiques libérales, disant, je cite, « Les démocrates de la Chambre des représentants ont montré la voie l'année dernière. Ils ont publié une proposition tentaculaire qui prétendait être un projet de loi sur les autoroutes, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était en fait qu'un coussin de plusieurs milliers de pages du Green New Deal. » Fin de citation. Monsieur McConnell affirme qu'il existe déjà un moyen éprouvé de relancer l'économie et de créer des emplois. Il dit que c'est exactement ce qui s'est passé avant que le virus ne frappe. Il dit que le grand gouvernement et les modes libéraux ne fonctionneront pas. Les démocrates disent qu'ils veulent un projet de loi bipartisan, mais certains disent qu'ils devraient adopter le projet de loi sans les républicains. Ils pourraient utiliser le processus budgétaire pour contourner le filibuster. C'est ainsi que les démocrates ont fait passer le projet de loi de 1900 milliards de dollars. Le sénateur Bernie Sanders dit qu'il est très difficile d'obtenir le soutien des républicains. Il dit qu'ils devraient faire passer la loi sans les républicains à nouveau s'ils en ont besoin. Certains démocrates disent qu'ils ne le feront pas avec cette loi. Avec un Sénat divisé en parts égales, tous les démocrates devraient accepter d'exclure les républicains. Et nous passons maintenant à l'actualité des frontières. Plusieurs journalistes ont visité une installation bondée par les mineurs non accompagnés mardi à Donna, au Texas. Oscar Escamilla, un responsable intérimaire de la patrouille frontalière, a déclaré que ces enfants traversent par eux-mêmes. Leurs parents payent une commission au passeur, puis un membre du cartel ou un passeur fait traverser l'enfant. L'installation retient actuellement plus de 4000 migrants. C'est 4 fois sa capacité pré-pandémique. Selon Mark Morgan, ancien commissaire de la patrouille frontalière, celle-ci a arrêté plus de 150 000 personnes en mars. 30 000 autres ont échappé aux arrestations. Morgan a déclaré lors d'une conférence de presse, je cite, « La frontière est grande ouverte, elle n'est pas sécurisée, les drogues affluent et les étrangers criminels affluent en ce moment même. » Il affirme également que la récente augmentation des chiffres est plus qu'une poussée saisonnière. Il blâme l'administration actuelle en disant, je cite, « Ils ont créé cette crise et ils essaient de tourner et de blâmer tout le monde sauf eux-mêmes. » Ajoutant, la seule chose qui a vraiment été mise en avant et qui est honnête, c'est que nous allons avoir des chiffres que nous n'avons jamais vus depuis plus de 20 ans.
Fin de citation. Et de son côté, la vice-présidente Kamala Harris s'est entretenue mardi par téléphone avec le président du Guatemala. La Maison-Blanche indique qu'ils ont convenu de travailler ensemble pour s'attaquer aux causes profondes de la migration. Elle précise également que Mme Harris l'a remercié pour ses efforts en vue de sécuriser la frontière. Cette déclaration intervient alors que plusieurs centaines de Honduriens ont quitté le Guatemala pour se rendre aux États-Unis. Et parmi ceux qui traversent, un grand nombre sont des mineurs non accompagnés. Maintenant, beaucoup d'entre eux ont été testés positifs pour le virus. Le centre de convention de San Diego, qui peut accueillir près de 1500 mineurs, héberge actuellement 1450 migrants. Bonnie Preston du département de la santé et des services sociaux a déclaré à NBC qu'au moins 69 mineurs ont été testés positifs, tous asymptomatiques. Preston dit qu'il y a maintenant plus de 700 filles hébergées au centre, environ 250 autres devraient arriver tous les 2 jours jusqu'à ce que la capacité soit atteinte. Le maire de San Diego affirme que le centre n'accueille que des filles âgées de 13 à 17 ans et leur fournit de la nourriture et des services. Les détracteurs affirment que l'administration Biden est à l'origine de la crise frontalière. Ils disent que c'est parce que Biden a inversé les politiques efficaces mises en place par M. Trump et que le changement de position des États-Unis est un message contradictoire. Actuellement, les migrants qui demandent l'asile peuvent rester aux États-Unis. Un superviseur du comté a confirmé à Newsweek que parmi les cas positifs du virus, aucun des enfants n'a dû être hospitalisé. Et la Maison-Blanche défend l'idée d'envoyer des enseignants de l'école publique de San Diego enseigner en personne aux enfants migrants non accompagnés, alors que les élèves américains de la ville californienne dépendent encore entièrement de l'apprentissage à distance. La secrétaire de presse à la Maison-Blanche, Jen Psaki, a souligné que les enseignants se portent volontaires pendant les vacances de printemps. Elle a également indiqué que le district scolaire de San Diego est prêt à offrir une combinaison d'enseignement en personne et à distance à partir du 12 avril. Selon un reportage de Fox News, les enseignants se sont vus offrir la possibilité d'enseigner en personne à des mineurs non accompagnés qui sont détenus au centre de convention de San Diego. Le porte-parole n'a pas précisé si les enseignants seraient payés pour leurs enseignements. Le porte-parole a ajouté, je cite, « Tous les enfants de Californie, quel que soit leur statut d'immigration, ont un droit constitutionnel à l'éducation. Nous avons également l'obligation morale d'assurer un avenir brillant à nos enfants. » Les réactions ont été mitigées. Le superviseur du comté de San Diego, Jim Desmond, a déclaré à Fox News, je cite, « C'est formidable qu'il y ait un apprentissage en personne pour ces mineurs non accompagnés d'Amérique centrale, mais j'aimerais que chaque enfant du comté de San Diego ait la même possibilité d'enseignement en personne. » Fin de citation. En effet, une fois les écoles réouvertes, le nombre de jours d'apprentissage en personne dépend du nombre d'élèves. Selon l'accord conclu entre le district scolaire et les dirigeants syndicaux, si toutes les familles choisissent de retourner dans les classes, elles pourront se voir offrir 2 jours par semaine de cours en personne pour chaque élève, tandis qu'une école où seulement la moitié des familles choisissent de retourner pourra se voir offrir 4 jours par semaine de cours en personne. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.